Taïwi s'est engagé dans une organisation mortelle pour se cacher, mais de jolies mains ont ruiné son plan. Il est devenu obsédé par Eli, un inconnu dont la voix était déformée. À présent, cette curiosité imprudente pourrait être plus dangereuse qu'un ennemi réel. C'est ainsi que commence Passion. Le protagoniste est devenu fou de jolies mains, c'est alors fais-moi le plaisir d'utiliser les tiennes pour caresser le bouton de subscription et laisser un like tout aussi magnifique. C'est parti! Tu imagines une organisation aussi top que les gens font la file dans le monde entier pour y entrer? Eh bien, elle existe. L'ONU possède cette organisation, UNARDO. Elle vise à développer des talents pour qu'ensuite ils puissent travailler partout. Des autres organisations importantes aux entreprises privées. On dit que si tu te diplômes ici, les offres de travail pleuvent sur toi. C'est comme la porte vers un avenir garanti, une véritable bête. Et la personne qu'ils aimeraient le plus avoir là-bas, celle qu'ils recruteraient les yeux fermés, serait mon frère aîné, Jong Jae-hyo, du moins, c'est ce qui devrait être. Parce que moi, je n'ai pas autant de chance une fois. Mon frère m'a lâché une de ces phrases bizarres, genre « on emmène le poulet au lieu du faisan, qu'est-ce que tu en penses ?» Évidemment, je lui ai demandé comment ça allait me sentir. Qui veut être le poulet quand on peut être le pan? Mais la vérité, en pensant à Jae-hyo, je me sens même reconnaissant d'être le poulet. Parce qu'il est le paon, en vrai, bien que nous soyons nés le même jour, de la même mère, nous étions totalement différents. Jae-hyo est incroyablement intelligent. Vraiment, dire qu'il est un génie, c'est peu dire. Enfant, il résolvait déjà des équations qui semblaient des bombes nucléaires. Regarde, c'est moi qui devrais être dans cet avion, mais dans ma tête. La réalité est autre. Il y a un proverbe qui dit qu'un fil rouge du destin nous lie. Tu sais, entre nous, c'était quelque chose de naturel, d'inévitable. Mais vint le moment et je décidai qu'il fallait le couper. Quand je le lui dis, il me regarda simplement et demanda « Quoi ? Je savais depuis toujours que la tête de mon frère n'était pas celle d'une personne ordinaire. » Fait, parfois, je me demande s'il n'est même pas une intelligence normale. Et ainsi, paf, j'ai coupé ce fil rouge. Le regardant, je lui ai demandé « Joey, tu m'as toujours détesté. » Il m'a répondu avec un « Pourquoi le ferais-je » et son visage ne semblait pas mentir. Mais mon esprit ne s'arrêtait pas, et j'ai compris « Pourquoi voudrais-je quelqu'un comme toi ?» Et ainsi, la porte s'est refermée. Bien que ma curiosité était toujours là, la seule personne capable de la satisfaire était partie sans dire quand elle reviendrait. Mais je me suis dit tout de même, je lui demanderai la prochaine fois que je le verrai. Non, si Jae-hyo voulait me voir, nous nous croiserions tôt ou tard. Après tout, je n'avais pas de travail, donc je tiendrais 6 mois, et c'est tout. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, presque de force, à l'UNARDO. Prenant la place d'un autre à peine arrivé, la situation était déjà un chaos total. Des coups, des cris, une bagarre en règle. Et là, l'un d'eux était par terre, hurlant « Crétin, sale bâtard, tu ne sais pas combattre ?» ou quoi. Le fait est que celui qui prenait la raclée était notre protagoniste. Mais loin d'être effrayé, il le regarda avec un sourire mi-sarcastique et lui dit « Comment ça? Je ne sais pas. Tu viens de le voir il y a une seconde. » Non, 6 mois, c'était l'objectif de notre garçon, tenir sans baisser la tête, puis partir d'ici. Mais justement à ce moment-là, il a rencontré quelqu'un. Un type qui semblait doux, adorable, et même qui sentait le savon ou le lait. Une vibe totalement différente. Son cœur s'accéléra, il devint tout nerveux. Vraiment, c'était son type. De pied en cap essayant de cacher son trouble. Il demanda « Tu as quel âge ?» La réponse fut glaciale et tranchante « J'ai 22 ans. » Tu veux quelque chose? Notre protagoniste resta bouche bée, pensant « Ai-je fait quelque chose de mal plus tard ?» Allongé dans son lit, notre garçon reprochait à un certain Tio Shannin de ne pas l'avoir prévenu qu'il y avait des gens comme ça dans le coin. Il ne put s'empêcher de repenser à Joey. Il a de la chance, oui, mais la mienne n'est pas si mauvaise. Soudain, il vit un appel entrant sur son ordinateur portable. Un appel à cette heure-ci. Mais cela ne l'étonna pas. « Ah, je crois que je sais qui c'est, » dit-il. Tio Chang-in répond pour moi et dis-lui de me laisser un message. Tio Chang-in accepta l'appel de l'autre côté. La voix était déformée, comme si plusieurs filtres étaient utilisés en même temps. « Qui es-tu » demande notre protagoniste à l'écran. On ne voyait que 2 mains grandes, pâles, élégantes. Tellement grandes que la tasse qu'elle tenait semblait un jouet. La voix déformée répond que c'est le neveu du propriétaire de cette chambre. Qu'il est venu en visite, mais que le propriétaire est calme, en train de prendre un bain. Ensuite, la voix de l'autre côté déduit que celui qui a répondu est le petit-neveu du propriétaire. Et lui demande son nom. C'est à ce moment que notre protagoniste dit son nom « Je suis Jong Taïwi. Et toi ?»
Après une brève pause, la voix déformée dit son nom Ilay, et justement là, l'écran nous montre une image très étrange, deux silhouettes dans l'obscurité de la nuit, l'une nue, l'autre la regardant. Et c'était comme un aperçu de quelque chose d'important qui allait bientôt arriver. Après que Ilay a révélé son nom, l'image de ses mains gantées touchant une poitrine nue prit un sens bien plus étrange. Mais revenant au présent, Taïwi ne put résister à la curiosité et lui demanda « Ilay, on t'a déjà dit que tu avais de belles mains, Ilay ?» Avec sa voix déformée, répondit « Mes mains non, je ne crois pas que j'ai entendu ça auparavant. »« Tu les aimes ?» Voyant son visage à l'écran, Taïwi confirma « Oui, elles sont magnifiques. » Et c'est justement là, Taïwi regardant l'ordinateur portable, que l'identité d'Ilay fut complètement révélée, nous montrant un homme aux cheveux blancs, musclé, avec un sourire qui ne donnait pas confiance. Taïwi l'affronta directement. « Tu me dis que le propriétaire de ces belles mains est en réalité Rigro, le tueur fou Ilay, sans perdre son calme, lui répliqua « Si je te dis que oui, tu vas me couper les mains et me les donner. » Et il termina avec un sourire sinistre. « Si c'est ce que tu veux, je te les donne quand je serai mort. » La conversation prit fin, et soudain, la scène Taïwi le lança directement. « Tu me dis que le propriétaire de ces belles mains est en réalité Rigro. » Le fou meurtrier Ilay, sans perdre son calme, lui répondit « Si je te dis oui, tu vas me couper les mains et me les donner. » Et il termina avec un sourire sinistre « Si c'est ce que tu veux, je te les donne quand je serai mort. » La conversation s'arrêta brusquement, et soudain, la scène changea. Une pluie torrentielle tombait sans relâche sur un immeuble alors que Taïwi montait les escaliers de son appartement. On le voit ensuite assis calmement à table mangeant quelque chose avec des baguettes. Mais juste au moment où il s'apprêtait à saisir un grain de riz, ou quelque chose comme ça, un ding-dong l'a interrompu, faisant glisser la nourriture de ses mains. Un autre ding-dong retentit. Taïwi est resté figé, fixant la porte avec une expression de « Qui peut bien être là à cette heure ?» Planté là, la nourriture glissant des baguettes, Taïwi sentait déjà une mauvaise vibe. En vérité, il avait les poils dressés depuis qu'il avait entendu des pas monter les escaliers de son immeuble. Mais soyons honnêtes, la mauvaise journée avait commencé dès le matin, juste après qu'il s'était levé. Quand le temps est mauvais, ses genoux commencent à le faire souffrir, et aujourd'hui, la douleur était particulièrement forte. La sonnette retentit à nouveau, encore et encore. Serait-ce oui non, si c'était son frère, il serait déjà entré sans frapper, avec une pointe d'agacement et de curiosité. Taïwi s'approcha de la porte et l'entrebâilla juste assez pour jeter un œil. Ce qu'il vit le surprit un peu. Un uniforme impeccable, orné d'une insigne brillante, et derrière lui, rien de moins que tonton Changin, souriant comme si de rien n'était. Changin l'accueillit avec un « Quel temps passé, comment vas-tu ?» Mais Taïwi ne pensait qu'une chose, chaque fois que ce type apparaît avec ce uniforme, quelque chose de mauvais se produit. Et oui, il sentait que cette journée serait une de ces journées-là. Il demanda quand il était revenu en Corée, et Changin lui répondit qu'il était arrivé 2 heures plus tôt, directement de l'aéroport. Taïwi ne pouvait s'empêcher de se souvenir que la dernière fois qu'il avait vu Changin remontait à environ 3 ans. Et bon sang, pendant tout ce temps-là, il lui était arrivé de tout, et derrière lui, rien de moins que Tio Changin, souriant comme si de rien n'était. Changin l'interpella avec un « Quel temps, comment vas-tu ?» Mais Taïwi se disait seulement « Chaque fois que ce type apparaît avec cette tenue, quelque chose de mauvais se produit. » Et oui, il avait l'impression que ce jour-là serait l'un de ces jours-là. Il lui demanda quand il était revenu en Corée, et Changin lui répondit qu'il était arrivé depuis 2 heures, directement de l'aéroport. Taïwi ne pouvait s'empêcher de se souvenir que la dernière fois qu'il avait vu Changin remontait à environ 3 ans. Et bon sang, pendant tout ce temps-là, il lui était arrivé de tout. Il a failli mourir en déminant, puis il a failli quitter ce monde à cause de complications après une opération. Et ne parlons pas de ce personnage qui l'a fait perdre patience 3 fois, et à la 4e, bon, il l'a presque tué. Tout cela a fini par le faire licencier de l'armée avant d'avoir accompli la moitié de son service militaire obligatoire. Un coup dur, en vérité. En essayant de revenir à la réalité, Taïwi dit à Changin qu'il aurait dû prévenir, parce que Juei n'était pas là. Changin, avec son sourire, lui demanda quand il arrivait, mais Taïwi ne put répondre qu'il n'en avait aucune idée, qu'il ne savait rien de son frère depuis 4 jours. Changin demanda s'il n'y avait aucun moyen de le contacter, et Taïwi intérieurement pensa « Si c'était facile à trouver, ce ne serait pas Jui, tu vois ». Pendant que Changin se demandait quoi faire, son estomac gronda bruyamment. « Mangeons d'abord, j'ai faim, dit-il. » Taïwi lui répondit qu'il était justement en train de manger, alors il l'invita à se joindre à lui. La table de Taïwi était assez simple. Changin la regarda et dit « Quel repas si triste !» À quoi Taïwi répondit «
Et toi, qu'est-ce que tu attends d'un pauvre qui vit seul? Tu crois qu'au service militaire, on ne mange que des plats élégants? Tahui pense que son oncle Changin n'est qu'un invité gênant chez lui, mais il sait aussi qu'ailleurs dans le monde, on l'accueillerait à bras ouverts. Pour sortir de l'embarras, il lui demande s'il veut qu'il prévienne Jehui lorsqu'il reviendra Changin, n'hésite pas. Il lâche ses baguettes avec un claque sec et, du regard sévère, lui dit « Jeong Tahui », Tahui frissonne. Il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il cherche Jehui. Surtout s'il sait qu'il et son frère sont des opposés totaux. Changin change d'expression, passant à un sourire. Et là, Ei lâche la bombe. « Tu sais, entre toi et Jehui, l'un de vous deux est mon fils. » Non, Tahui réagit comme si c'était évident, mais un peu agacé. Il précise qu'il n'est pas l'un d'eux, mais les deux, génétiquement, sont ses fils. En réalité, ce n'était pas un secret. Mais il se demande pourquoi il ressort ça maintenant. C'est là que Tahui se souvient. Enfant, son père s'était assis avec eux et leur avait dit qu'il était temps de leur révéler quelque chose. Il leur expliqua que, ne pouvant avoir d'enfants, il avait demandé à son oncle de leur donner naissance à tous les deux. Et il leur donna une instruction étrange si, à l'avenir, son oncle disait quelque chose de bizarre, ils devaient lui faire confiance et faire ce qu'il leur demandait. Mais Changin avait sa propre version, encore plus folle. Il pensait qu'il n'était le fils que de l'un d'eux, pas des deux. Il raconta qu'il savait déjà qu'ils étaient jumeaux avant même de naître, et que leur père lui avait promis de lui donner l'un d'eux. L'idée initiale était de les séparer à la naissance et de les faire grandir comme cousins. Mais en voyant à quel point les bébés étaient unis, Chang'an n'avait pas eu le courage de les séparer et s'était repentir de cette idée. Tahui se souvient de ces mots comme s'ils lui transmettaient une froideur profonde. Son père lui avait demandé de « quand viendrait le moment ?» Écouter son oncle et le traiter comme un père maintenant, Tahui réalise que le moment était probablement celui-ci quand son oncle lui demanderait quelque chose. Il sait qu'il ne peut pas aller à l'encontre de quelque chose que son père a accepté, et pense que Jehui, s'il avait été là, aurait fait la même chose résigné. Tahui dit à Changin qu'à regret, son cousin n'est pas à la maison, mais qu'il lui demandera de l'appeler dès son retour. Changin éclate de rire. Il plaisante en disant que Jehui sera surpris quand il apprendra qu'il a un nouveau père. Mais Tahui, intérieurement, pense que son frère n'y ferait même pas attention. Pourtant, Changin n'avait plus le temps d'attendre. Il dit à Tahui « À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils, Tahui. Je veux que tu viennes avec moi. » Ce changement de situation nous ramène à un flashback de 4 jours plus tôt. Jehui, son frère, sortait de la maison avec un bruissement de vêtements. Tahui lui demande où il va. Jehui, avec un sourire sur le visage et une étrange vibe, lui dit que la vie est ennuyeuse avec autant de chance et qu'il a besoin d'un peu de malchance, puis il disparut, laissant Tahui avec cette phrase cryptique et la question de savoir si cela était même possible. De retour au présent, Tahui ressent une pointe au cœur tandis qu'il interroge du regard son oncle Changin « Pourquoi soudain tu veux un fils? Et où veux-tu m'envoyer ?» La réponse de Changin ne lui fit pas sentir mieux, pas du tout. Il lui dit qu'il n'avait pas d'importance d'avoir un fils simplement parce qu'il en avait un, mais qu'il avait besoin de quelqu'un de utile, qu'il y avait des luttes de pouvoir partout, et que la UNHDO n'était pas une exception. Dans 6 mois, le directeur de sa section partirait pour le siège principal aux États-Unis. Les 2 sous-directeurs en dessous de lui se battaient déjà pour ce poste. Il devait lui-même aider l'un d'eux, son supérieur direct, à occuper cette place. Donc une grande bataille interne allait avoir lieu dans sa branche. Et c'est là que Tahui entrait en jeu. Il avait besoin de lui pour être au milieu de ce chaos. Et y survivre. Tahui, déjà conscient d'être dans une situation difficile, demanda s'il ne pouvait pas simplement ne pas y aller, que sa chance était déjà assez mauvaise. Mais Changin n'accepta pas un non pour réponse, exigeant qu'il accomplisse son devoir filial. Tahui, moitié en plaisantant mais avec la peur sur le visage, dit qu'il préférait ne pas le faire, n'était-il pas déjà un mauvais fils? Et soudain, poum un coup, Changin l'avait giflé, criant qu'il était ingrat. Après tout ce qu'il avait fait pour lui, en l'aidant à sortir du service militaire, allait-il refuser de remplir ses devoirs? Et il ne s'arrêta pas là, lui assenant plusieurs autres coups, tandis que Tahui ne pouvait que gémir de douleur. À ce moment-là, Tahui se souvint de la voix de Jehui s'adressant à lui en s'excusant, disant qu'il avait besoin d'un peu de malchance. Et dans sa tête, Tahui ne pouvait penser que,
De la malchance, mais couille. Alors que ce qu'il avait fait, c'était justement fuir juste avant que toute la malchance ne s'abatte sur lui. Et là, une révélation frappa Taïwi: est-ce que Chang-in l'avait aidé à sortir de l'armée? Alors qu'il lui restait encore du temps à servir, avec cette interrogation, il lui demanda directement s'il était bien celui qui l'avait aidé. Chang-in confirma, disant que Jahui lui avait raconté que son frère pleurait dans l'armée, qu'on le détruisait physiquement et mentalement. Taïwi, de l'extérieur, dit que ce n'était pas si grave, que son frère était un exagéré. Mais à l'intérieur, il dut admettre que oui, la vérité était qu'il avait vraiment très mal passé cette période. De toute façon, cela lui semblait un problème dans lequel il ne voulait absolument pas s'impliquer. Chang-in l'appelait une lutte de pouvoir, et l'endroit où il travaillait n'était pas si différent de l'armée. Il n'avait même pas envie d'aller voir dans cette direction, soupirant. Tahui dit à Chang-in qu'il devait déjà le savoir, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. Au lieu de s'énerver, Chang-in lui demanda une bonne raison pour son refus. S'il s'agissait de quelque chose de raisonnable, il trouverait quelqu'un d'autre. Tahui pensa que Chang-in devait déjà savoir pourquoi, mais il considéra aussi que, comme il l'avait dit lui-même, il pouvait chercher quelqu'un d'autre. Alors, il commença à donner ses raisons. Tout d'abord, il n'aimait pas les militaires. Il avait déjà passé assez de temps dans un environnement autoritaire et fermé. Mais Chang-in lui répliqua en disant que l'Unardeo n'était pas l'armée, qu'ils s'occupaient effectivement de l'état physique, mais que leur système de grades et leur ambiance étaient totalement différents. Oui, c'était un lieu fermé, puisqu'ils traitaient des affaires confidentielles, mais ce n'était pas autoritaire. Tahui insista sur ses genoux, qui continuaient de le faire souffrir et de devenir rigides quand il pleuvait. Mais Chang-in l'ignora à nouveau, lui disant que là-bas, tout le monde était brisé, et que tout le monde avait reçu des balles et des os cassés. Une autre chose, Tahui finit par dire qu'il ne répondait pas aux critères, qu'il n'était ni particulièrement chanceux ni doué. Et il se demanda pourquoi Chang-in le regardait ainsi. Mais Chang-in avait une autre opinion. Il lui dit qu'il n'avait besoin que de quelqu'un qui fasse bien son travail et qui tienne le coup un moment. Et la vérité, Chang-in l'appréciait beaucoup. Il avait examiné tous ses dossiers récents, y compris ceux de l'académie militaire, et selon lui, Tahui possédait la chose la plus importante dont quelqu'un a besoin pour survivre. Chang-in lui révéla ce que valait tant tact, dit-il. Tahui, un peu déçu, lui demande ce qu'il entend par là, espérant quelque chose de plus grand. Tu as vu. Et en vérité, il se sentait un peu déçu. Mais Chang-in lui explique qu'il n'y a pas de raison de se sentir mal, bien que cela ne s'applique pas aux génies comme Jahui. Pour des gens ordinaires comme Tahui, ce qui est le plus important pour survivre, c'est le tact, c'est-à-dire avoir une bonne intuition. Et attention, dans certaines situations, l'intuition peut faire la différence entre la vie et la mort. Tahui se met à réfléchir. Après le lycée, sa vie dans l'armée n'avait été qu'entraînement, entouré de types et de l'odeur de poudre, mais il n'avait jamais été confronté à une situation réelle de vie ou de mort. C'est quelque chose que Chang-in a vécu, oui. Il a failli mourir une fois, mais c'était un accident, pas quelque chose lié à son intuition. Mais bon, Sei comprenait où voulait en venir Chang-in avec cette histoire d'intuition. À ce moment-là, Chang-in lui demande ce qu'il compte faire. Tahui, un peu gêné, lui demande s'il a une autre raison. Et il réalise que Chang-in et Jahui sont super similaires dans le fait de pouvoir voir l'essence d'une personne sans la connaître vraiment. Il savait déjà tout cela. Un flashback s'installe. Il se souvient des commentaires horribles de ses camarades de l'armée, qui l'appelaient bizarre et qui le menaçaient de le tuer s'il le revoyait. En gardant cela à l'esprit, Tahui dit à Chang-in que, pour lui, c'est dangereux d'aller dans un endroit plein d'hommes. Chang-in lui demande si le danger vient de lui ou des autres. Tahui, le poing serré, répond que ce serait pour lui, mais dans sa tête, la vérité est qu'il serait celui qui sauterait sur les autres. Chang-in le défie, souriant, en lui disant qu'à moins qu'il y ait quelqu'un de plus haut rang. C'est une société où c'est le plus fort qui commande. Chang-in insiste, il n'a plus d'excuses. Il propose un marché 6 mois. Juste 6 mois à l'Unardeo. Ensuite, il sera libre de faire ce qu'il veut. Il pourrait même rester si ça lui plaît, et s'il démissionne, il n'aura pas manqué d'offres d'emploi. Tahui se sent coincé, sans issue. À cet instant, il réalise que l'inconfort qu'il ressentait depuis le matin était un signe que tout cela était destiné à arriver. Ainsi, Tahui accepte son destin, sans imaginer à quel point Chang-in avait raison de l'avoir choisi pour sa détresse exceptionnelle. Un coup de coupe net, la scène change radicalement. Nous sommes maintenant à l'aéroport international de Hong Kong. Shek Lap Kok, nous voyons Chang-in et Tahui marcher. Et Chang-in lui dit qu'une personne les attend. À peine sortis de l'aéroport, Chang-in indique un homme en costume qui les attend près d'une voiture. Il lui dit merci et lui demande de sortir un dépliant promotionnel.
Taïwi, méfiant, a l'impression que ce type n'est pas seulement un chauffeur. Ensuite, Chang-in remet le dépliant à Taïwi, qui porte sur la couverture le sigle UNHDO. Lui demande s'il savait déjà quelque chose. Puisque G8 avait travaillé là pendant qu'ils sont dans la voiture, Taïwi commence à lire le dépliant. C'est un pamphlet institutionnel classique, l'Organisation des ressources humaines pour le développement des Nations Unies, fondée en 1946, une entité à but non lucratif chargée de distribuer et de développer le potentiel humain. Mais cela ne sert à rien à Taïwi. Il le trouve complètement inutile et Chang-in sourit légèrement à son commentaire alors. Taïwi en profite pour demander si Joey travaillait à la branche des États-Unis. Chang-in confirme qu'il était effectivement là-bas, que son frère était un véritable cerveau et que la branche continue de le chercher à ce moment. Taïwi demande comment fonctionne la division entre les sièges et les branches régionales. Chang-in lui explique que le siège central est la maison des cerveaux là-bas. Tu peux travailler si tu es intelligent, même si tu n'es pas en bonne forme physique. Mais pour les agences régionales, tu dois être en forme en fait. Les gens des bureaux régionaux sont comme des MacGyver. Taïwi ne croit pas qu'il puisse devenir ainsi. Chang-in, amusé, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'après quelques mois d'entraînement intensif, tout le monde finit par être comme ça. Et soudain, avec un sourire, lui demande s'il y a un garçon dans le dépliant qui correspond à son type. Taïwi, un peu gêné, répond que son type est un peu atypique, qu'il n'aime pas les hommes qui sentent la transpiration, mais plutôt les douceurs et les mignons, ceux qui sentent le savon ou le lait. Chang-in, avec un ton malicieux, l'avertit qu'en Chine, savoir des relations avec des mineurs est un délit. Taïwi s'offense. Tu te crois quoi, que je suis un dépravé? Mais Chang-in précise qu'en réalité, loi chinoise ne s'applique pas au sein de leur branche, qu'il n'y a pas de mineurs, donc tu peux aller vers qui tu veux. Taïwi rougit et dit qu'il n'est pas intéressé. Mais Chang-in lui lance la dernière. Ah oui, si tu avais 20 ans de moins, peut-être que tu serais mon type. Un silence gênant remplit la voiture. Chang-in cligne des yeux. Les deux autres restent immobiles. Il n'y a plus que le bruit de la voiture en mouvement. Peu de temps après, ils arrivent. Le panorama est celui d'un quai. Taïwi demande s'ils sont arrivés. Et Chang-in acquiesce. Taïwi pense que la base doit être sur l'île de Hong Kong. Mais Chang-in lui dit non, qu'ils doivent prendre un bateau. Taïwi plaisante en demandant si c'est à Macao, mais Chang-in le corrige, non, c'est sur l'île lointaine. Il lui explique qu'il s'agit d'une île un peu plus éloignée de la côte que l'île de Hong Kong, et que, bien qu'elle soit techniquement partie de la Chine, ces lois n'y sont pas appliquées. Taïwi pense à un endroit où on enfermerait des criminels pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Chang-in lui donne raison en disant que cela servait aussi à cela. Pero Chang-in lui explique qu'à l'île lointaine, ils auraient des jours de libre tous les 2 semaines, du vendredi après-midi au dimanche. Et durant ces jours, des bateaux les emmèneraient à Hong Kong pour qu'ils puissent sortir et se détendre. Un paradis, non mentir, car presque immédiatement, Chang-in lui lance la bombe, il ne pourrait pas quitter l'île pendant le mois à venir, puisque dans 2 semaines commençait une période d'entraînement avec la division Europe. Taïwi reste choqué, lui lançant un quoi. tonitruant toujours en train de digérer la nouvelle, il demande ironiquement s'il s'agirait d'un événement pour promouvoir l'amitié, à quoi Chang-in répond sans ambages, bien sûr que non. Il lui montre alors un aperçu de ce que étaient les autres branches de la UNHDO en expliquant que si les méthodes d'entraînement étaient les mêmes et que le personnel était parfois muté, l'ambiance était très différente. Les équipes d'Amérique du Sud étaient un peu bizarres, celles d'Afrique imprévisibles et celles d'Australie, de vrais idiots. Mais celle d'Europe, c'est la pire, dit-il. Car les divisions d'Asie et d'Europe se détestaient à mort, comme chien et chat. C'est pourquoi l'entraînement conjoint qu'ils faisaient une fois par an était une véritable boucherie, et Chang-in en tirait un plaisir énorme. C'est amusant à voir, commente-t-il, un sourire qui sembla totalement tordu à Taïwi. Taïwi le regarde, entre frustration et confusion, et lui demande s'il le détestait, s'il l'avait amené là uniquement pour le faire souffrir. Chang-in, avec son sourire habituel, lui répond « Ne sois pas idiot ». Arrivé sur l'île, alors qu'il marchait dans une zone plus boisée, Taïwi lui demande comment il devait l'appeler. Chang-in lui dit de l'appeler l'instructeur Jeong Chang-in ou tout simplement l'instructeur. Taïwi, un peu timide, l'appelle l'instructeur. Testant le nouveau titre, ils arrivent devant un bâtiment qui, à leur surprise, était complètement désert. Il ressemblait à la maison d'un personnage de film d'horreur à faible budget. Taïwi demande si c'était toute la division Asie, et Chang-in, avec son ton sarcastique, lui répond « Oui, c'est simple ». Non. Taïwi lui reproche les photos de bâtiments modernes et de terrains d'entraînement qu'il avait vus dans un dépliant.
Shangin lui explique que ce n'était que les bureaux centraux des États-Unis que la division d'Asie était la moins civilisée, conçue davantage pour l'entraînement physique. Évidemment, Taïwi avait été catfishedé par le dépliant. Mais bon, il lui explique que la base abritait plus de 100 personnes et que bien que le bâtiment ne soit pas très grand, il comportait en réalité 7 étages souterrains, chacun d'une superficie d'environ 6611 mètres carrés. Taïwi ne pouvait croire qu'une telle chose fût possible sur une île aussi petite. Pendant qu'il parlait, la porte de ce bâtiment abandonné s'ouvre avec un fort grincement et apparaît un homme en uniforme qui fumait. Cet homme, en voyant Shangin, s'approche et lui demande s'il était occupé. Shangin répond qu'il n'était pas occupé, qu'il était juste sorti fumer. Taïwi ne pouvait s'empêcher de comparer tout cela à son expérience militaire. Shangin profite de l'occasion pour dire au nouvel homme « Emmène ce garçon. Tu peux lui montrer l'ancien dortoir de Kiyomi. Il est nouveau, alors aide-le à s'orienter parmi les autres. » L'homme acquiesce avant de partir. Shangin s'adresse à Taïwi avec une phrase qui lui glaça le sang. « Jiong Taïwi, ne meurs pas. » Et Taïwi, avec un rire nerveux, ne peut que lui répondre en retour. Juste au moment où Shangin s'en allait, il continua à expliquer « Ce n'est pas un endroit régi par les lois normales. Tu sais ici, les faibles ne peuvent rien contre l'injustice. Et selon la situation, certains peuvent même s'en sortir après avoir tué plusieurs personnes. » Taïwi ne pouvait croire ce qu'il entendait et lui répondit, mi-indigné, « Attends, tu aurais dû me le dire avant de m'amener directement dans la gueule du lion. » Non, mais Shangin haussa simplement les épaules, disant que s'il lui en avait parlé plus tôt, le résultat aurait été exactement le même. Avec un rire amer, Taïwi déclara « Bon, je vais essayer de faire confiance à cette intuition que tu m'as dit de devoir avoir pour survivre. Si je meurs, s'il te plaît, viens chercher mes os. » Shangin le regarda, puis soudain déclara « Bon, ce n'est pas non plus un endroit complètement sans loi. En tout cas, il vaut toujours mieux rester sur ses gardes. » Taïwi, déjà frustré, cria « Alors, dis-moi, est-ce que je dois faire attention ou pas ?» Pendant que son oncle s'éloignait et que la vieille porte grondait, Taïwi regarda l'édifice délabré de l'extérieur et se sentit la personne la plus malheureuse du monde. Il ne pouvait qu'envier son frère, Jehui, l'homme le plus chanceux qu'il connaissait. « Oh mon Dieu, dans quel pétrin me suis-je fourré ?» pensait-il. Mais toute cette tristesse disparut d'un coup quand l'instructeur l'entraîna à l'intérieur. Après un court trajet en ascenseur, un couloir moderne et brillant apparut, et Taïwi resta bouche bée, tué et surpris. « Tu croyais qu'il y aurait un sous-sol plein de bestioles et de toiles d'araignées ?» demanda l'instructeur, riant. « Oui, en vérité, » admet Taïwi. Plus détendu, Taïwi demande où se trouvent les chambres pour déposer ses affaires. Mais l'instructeur lui dit qu'il devait d'abord saluer tout le monde. « Ce sont les hommes avec qui tu seras dans les bons comme dans les mauvais moments à partir de maintenant. » lui expliqua-t-il, et juste au moment où ils ouvrirent la porte, découvrirent un gymnase rempli de types musclés qui s'entraînaient. Quand l'instructeur entra, les autres lui demandèrent pourquoi il était revenu si vite, s'il n'était pas parti fumer. Il leur expliqua qu'il était revenu pour leur présenter un nouveau membre qu'il devait accueillir chaleureusement. « Il va rejoindre notre équipe, son nom est Tei, dit-il. » Désignant Taïwi à cet instant, un type extrêmement musclé s'approcha, en craquant ses jointures. Il demanda à Taïwi s'il avait 25 ans, puis se présenta « Je suis Carlo Sagisawa, et j'aurai 30 ans dans 7 mois. » Taïwi pensa « Ce type a l'air d'être le leader du groupe. » Essayant de cacher son malaise, il demanda à Carlo s'il craquait ses jointures. Pour lui, Carlo éclata de rire. « Non, j'étais justement en train de m'entraîner. Pourquoi tu as peur? Tu n'en as pas l'air. » Taïwi, avec sa froideur habituelle, répondit « Je ne suis pas du genre à montrer mes émotions. » Carlo, souriant, l'appela « Monsieur Jeune Monde Émotion » et l'invita à l'aider à s'échauffer. Pero Taïwi, qui ne voulait pas se battre contre ce géant, ne put même pas répondre quand Carlo l'attrapa et l'envoya violemment au sol. Ce fut un coup sec qui lui coupa le souffle. Carlo, souriant avec mépris, demanda ce qu'ils étaient censés faire d'un adversaire aussi facile à vaincre, tandis que les autres agents ne faisaient que encourager. Taïwi, qui peinait à bouger une jambe, se demandait comment diable il allait se relever. Mais Taïwi, loin d'être stupide, lui répondit qu'il ne se retiendrait pas. Avant que Carlo ne réagisse, il lui décocha un coup de pied dans les parties. Carlo, gémissant à cause du coup bas, resta étendu au sol. Taïwi se releva, expliquant qu'il était un géant et qu'il n'avait pas d'autre moyen de se mettre debout. C'était une lutte injuste dès le départ. Lança un coup de pied dans le paquet. Carlo, qui se plaignait du coup bas, resta au sol. Taïwi se redressa, expliquant qu'il était un géant et qu'il n'avait pas d'autre moyen de se lever. C'était une lutte injuste depuis le début. Carlo, se remettant de ses blessures, regarda avec d'autres yeux.
Il lui demanda s'il n'avait pas de problème à combattre quelqu'un de sa taille. Tu sais, pour que ce soit plus équitable. Tahui, un peu inquiet quant à la qualité de l'hôpital de l'île, remarqua que Carlo cachait quelque chose dans ses vêtements. Les autres agents murmuraient s'il s'agissait d'un couteau. Mais non. Carlo, voyant venir la situation, se prépara au combat. Quand Tahui, avec un sourire malicieux, montra qu'il avait lui aussi caché quelque chose, un stylo, la deuxième manche commença. Carlo se lança, mais Tahui, plus rapide, l'attrapa par la chemise et, avec un coup de poing, le plaqua au sol. Giro l'abattit à nouveau au sol. Les abattit à nouveau au sol. Les autres agents restèrent silencieux, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Carlo lui reprocha que si ce n'avait pas été pour son arme de lâche, les choses seraient différentes. Tahui, imperturbable, lui demanda s'il voulait vraiment rester au sol sans savoir ce que ce lâche cachait encore dans sa chemise. Et si je lui tranchais la gorge, mais la vérité, comme le dit Tahui avec un sourire, c'était qu'il ne pouvait pas le faire avec un stylo. Carlo, déjà sans chemise, ne put à sourire et lui dit qu'il avait quelques tours très cheap dans sa manche et qu'il allait aujourd'hui régler ses mauvaises habitudes. Tahui, intérieurement, se lamentait. Son plan était de passer inaperçu jusqu'à pouvoir sortir d'ici. Comment tout cela avait-il pu dégénérer ainsi, ouah. Mais avant que les choses ne s'intensifient davantage, un instructeur s'approcha et demanda à Tahui s'il était entré à Lunar 2 grâce à des relations. À la surprise de tous, il répondit lui-même qu'il n'avait pas utilisé de contact, que l'instructeur Jeong Chang-in l'avait amené lui-même. Les autres agents restèrent figés, se demandant si l'instructeur Jeong l'avait vraiment amené jusque-là. Évidemment, ça laisse tout le monde abasourdi. Carlo, le chef, demande directement à Tahui comment il connaît l'instructeur Jeong. Et Tahui, avec cette vivacité qui le caractérise, lui renvoie la question « Si je suis proche de lui, c'est ce que ça veut dire que tu vas me laisser continuer mes petites manigances ?» Carlo, sans perdre son calme, ne lui demande qu'une chose, lâcher la soupe. Et là, Tahui, avec toute la sérénité du monde, lâche « c'est mon oncle ». Ce qui, comme tu peux l'imaginer, est une bombe. Les agents commencent à murmurer, se demandant si l'instructeur Jeong est vraiment son oncle, et surtout, comment il est lié à Jeong Jae-hui. Et Tahui, sans ciller, leur lance « c'est mon frère ». Cette fois, tout dégénère. Les agents ne peuvent pas y croire. Ton frère, le fameux Jeong Jae-hui le génie, que le siège suppliait de travailler avec eux, qui est parti sans regarder derrière lui, dès que son contrat a pris fin, l'ambiance est une totale surprise et admiration. Et Tahui réalise que son frère est bien plus célèbre qu'il ne le pensait. Ni bête, ni paresseux, Tahui tente de tirer parti de la situation. Alors, tu vas me laisser respirer. C'est là que les choses dégénèrent. Les agents ne peuvent y croire. Ton frère, le célèbre Jeong Jae-hui le génie que le siège suppliait de travailler avec eux, qui est parti sans regarder derrière lui dès la fin de son contrat. L'ambiance est marquée par une surprise absolue et une admiration sincère. Et Tahui réalise que son frère est bien plus célèbre qu'il ne le pensait. Ni stupide ni paresseux, Tahui tente de tirer parti de la situation. Alors tu vas me faire une pause, mais Carlo et les autres ne lui en donnent pas 5. De ça, pas question, c'est un sujet complètement différent, lui disent-ils. Et c'est la fin de la discussion après la réception musclée. La scène change, et nous voyons maintenant Tahui partager des boissons avec les mêmes types qu'il avait mis KO. Quelqu'un lui remplit son verre. Il reste pensif sur l'étrangeté de tout cela. D'abord, il me tabasse, puis il m'invite à boire pour me souhaiter la bienvenue, pense-t-il. Avec son mental militaire, il ne comprend pas comment ils peuvent être aussi détendus alors qu'une urgence pourrait survenir à tout moment. Les autres rient et lui disent qu'il est si carré à cause de son passé dans l'armée. Un des agents lui dit qu'il n'a pas à être aussi tendu, à moins d'avoir fait quelque chose pour que ses propres camarades l'assassinent. Ici, on n'a jamais été attaqué, mais de cela, tu devrais vraiment t'inquiéter. Puis il lance l'avertissement. Ce sont ces fils de pute de la branche européenne. Il dit qu'ils vont bientôt apparaître par ici. Et Tahui se souvient de ce que Chang-in lui avait raconté sur la tension entre le siège et les branches régionales. En prenant une gorgée, il se demande si cet homme, celui dont parlait Chang-in, va vraiment venir. Tahui mâche et reste plongé dans ses pensées sur lui. Il dit qu'il devrait bientôt apparaître par là. Tahui se souvient de ce que Chang-in lui avait raconté au sujet de la dispute entre le siège et les branches régionales. Pendant qu'il prend une gorgée, il se demande si cet homme, celui dont parlait Chang-in, va vraiment venir.
Tahui mâche et reste plongé dans ses pensées à propos de lui. Un autre agent pense qu'il est impossible de l'envoyer alors qu'autant de monde le cherche, car ce serait trop risqué. Mais Carlo l'interrompt et explique que, selon les chefs d'Europe, c'est bien la meilleure option si cet homme a paralysé 3 personnes et tué une autre sur un territoire ennemi. Comment crois-tu qu'il agirait sur le nôtre? Le reste est abasourdi. Un des agents, indigné, se demande comment un psychopathe a pu entrer à Lunardeo alors qu'il a dû passer un test de personnalité de 2 heures. Mais Tahui n'a rien eu à faire de tout cela, et pense que si tous entrent parce qu'ils sont bons avec les armes, un psychopathe pourrait aussi être accepté. Carlo, à côté de Tahui, lui donne une tape sur l'épaule et précise « Tu te trompes ». Suyo, le reste est abasourdi, et un des agents, indigné, se demande comment ce psychopathe a pu entrer à Lunardeo alors qu'il a dû passer un test de personnalité de 2 heures. Mais Tahui n'a rien eu à faire de tout cela, et pense que si tout le monde entre en étant bon avec les armes, un psychopathe pourrait aussi être accepté. Carlo, à côté de Tahui, lui donne un coup d'épaule et précise « Tu es ». Ce n'est pas seulement qu'il soit bon avec les armes, c'est l'esprit de ce fou qui est différent. Et là, il leur demande « Vous pourriez appuyer sur la détente sans hésiter sur quelqu'un qui ne vous a rien fait ?» La plupart des gens non, nous compris. Impossible de ne pas hésiter avant de blesser quelqu'un qui n'est pas votre ennemi. Question, pourriez-vous presser la détente sans hésiter contre quelqu'un qui ne vous a rien fait? La plupart des gens non, nous y compris. Il est impossible de ne pas hésiter avant de blesser quelqu'un qui n'est pas votre ennemi. C'est que l'esprit de ce type est tellement tordu qu'il ne te gênera pas pour appuyer sur la détente, même contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est à ce moment-là que Tahui, écoutant cette explication, sent un frisson parcourir sa peau, pensant qu'il ne voulait à aucun prix aborder un sujet aussi trouble. Il décida donc que la meilleure excuse pour s'échapper de la conversation était d'aller aux toilettes. Mais bien sûr, dans un endroit aussi labyrinthique, 10 minutes plus tard, notre protagoniste était déjà complètement perdu dans un long couloir sinueux. Tahui s'irrite en réalisant que le premier étage n'avait rien à voir avec le sous-sol 5, et en plus, il n'avait vu personne depuis un bon moment pour demander son chemin. Tahui s'irrite en réalisant que le premier étage n'avait rien à voir avec le sous-sol 5, et en plus, n'avait vu personne depuis un bon moment pour demander son chemin. Juste au moment où il commençait à désespérer, il entend un petit bruit. « Quelqu'un est là !» pense-t-il. « Parfait, je lui demande de m'indiquer le chemin. » Il ouvre une porte coulissante et réalise qu'il est entré dans ce qui ressemble à une douche publique. Et oui, il y a quelqu'un. Un garçon dos à lui, en train de changer, sans t-shirt. Gêné, Tahui lui demande s'il peut l'aider à trouver son chemin, mais le gars se retourne et, surprise, c'est le jeune homme séduisant qu'elle a rencontré à son arrivée, le même âgé de 22 ans. Tahui devient écarlate, bégayant, s'excusant d'avoir fait irruption ainsi. Et soudain, son esprit fait un déclic. Elle réalise à quel point il était attirant. Sa peau dorée, cette odeur de savon qu'elle aimait tant. Mais juste au moment où l'imagination de Tahui s'envole clic, elle prend conscience de à quel point il était attirant, de sa peau couleur pêche, de ce parfum de savon qu'elle adorait. Mais juste au moment où l'imagination de Tahui commence à s'envoler, son oncle Changin apparaît dans sa tête, lui rappelant qu'en Chine, c'est un crime de coucher avec des mineurs. Alors, Tahui, complètement déstabilisé, demande au jeune homme « Quel âge as-tu » L'autre, avec un regard froid, lui répond « J'ai 22 ans. Tu as besoin de quelque chose ?» Et là, Tahui réalise qu'elle s'est plantée. Elle se hâte d'expliquer qu'elle s'était perdue et cherchait l'instructeur Zhang Changin. Le jeune homme, imperturbable, lui demande sous quel instructeur elle était ou si elle était un fonctionnaire administratif, car on ne lui avait rien dit. Tahui insiste que ce n'était qu'une simple erreur de parcours. Le garçon, un peu plus détendu, lui répond « J'ai 22 ans. Tu as besoin de quelque chose. » Et là, Tahui réalise qu'il l'avait arrosé. Il s'empressa d'expliquer qu'il s'était perdu d'eau et cherchait l'instructeur Zhang Changin. Le garçon, sans bouger, lui demanda sous quel instructeur il était ou s'il était un officier administratif, car on ne lui avait rien dit. Tahui insista en disant qu'il n'avait fait que s'égarer. Le garçon, déjà plus détendu, il lui indique en détail comment atteindre la chambre de Changin. Il lui dit d'aller tout droit, de tourner à droite, encore à droite dans un cul-de-sac, et que sa chambre est la deuxième à droite de l'ascenseur. Tahui, écoutant les instructions, ne peut s'empêcher de penser à quel point ce garçon avait l'air pur au milieu d'un environnement si hostile et violent. Il le remercie, mais pour une raison inconnue, il n'a pas envie de partir. Le garçon le regarde et lui demande « Tu ne t'en vas pas, Tahui ?» Sursautant légèrement, répond « Si, je m'en vais !»
Mais il semblait que partir n'était pas si facile pour Tahui. Après lui avoir dit merci, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. C'était son type idéal, doux, adorable, sentait le savon et le lait. Sun, véritable boule de tendresse, tu vois Tahui, le cœur battant à 1000 à l'heure, ne pouvait croire que Shangin ne lui avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un comme ça ici. Quel traître après cet échange, Tahui arriva enfin à la chambre que lui avait indiquée Shangin. Il entra, et au début il ne vit personne, mais ensuite il entendit la douche. Ah, il était en train de se doucher. Pendant que Shangin était sous la douche, Tahui en profita pour il était en train de prendre un bain. Pendant que Shangin prenait sa douche, Tahui en profita pour jeter un coup d'œil autour de lui. C'était le genre de pièce qu'il aurait attendu de lui pleine de livres. Et pas n'importe quel livre, mais des éditions rares. En fait, il en trouva un qu'il avait cherché dans toutes les librairies, sans jamais pouvoir l'obtenir. Il s'assit sur le lit pour commencer à le lire, mais soudain, son esprit revint au garçon des douches. Il secoua la tête, gêné. « Mais bon sang, Jeong Tahui, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas un ado hormonal. » Il jeta le livre par terre et s'allongea, essayant de remettre ses pensées en ordre, mais la paix ne dura pas longtemps. Soudain, l'ordinateur portable de Shangin se mit à sonner. Une vidéo appel Tahui lui annonça qu'on l'appelait, et Shangin, depuis la douche, lui dit de répondre, qu'il savait déjà qui c'était, et de prendre un message Tahui, mécontent parce que Shangin prenait tout cela si calmement, répondit quand même. Ce qu'il vit en premier sur l'écran, ce furent 2 mains. Des mains incroyables blanches, grandes, élégantes, avec des ongles semblants en cristal. Tahui fut fasciné une seconde, se demandant à qui pouvaient bien appartenir ces mains si belles, mais la voix qui sortit de l'ordinateur le déstabilisa. C'était une voix robotisée, déformée, comme celle d'un modulateur. Il demanda où se trouvait l'instructeur Jeong Shangin. Tahui lui répondit qu'il était aux toilettes et qu'il mettrait un peu de temps à sortir celui de la visioconférence, lui répondit alors, qui était la personne dans la chambre. Qui répondait à l'appel à sa place. Tahui ressentit un frisson. La voix restait mécanique, mais semblait maintenant un peu plus détendue, comme s'il l'attestait. L'homme se présenta, c'était le neveu du propriétaire de cette chambre. Et le propriétaire, qui était en train de se doucher et de profiter comme si de rien n'était, n'était autre que Shangin. Tahui lui dit qu'il pouvait laisser un message, mais qu'il devait être bref, car il n'avait nulle part où écrire et qu'il était très mauvais pour se souvenir des choses. Ilay émit un petit rire, comme s'il avait tout compris, et dit à Tahui qu'alors il devait être le petit-neveu de Shangin. Intérieurement, il se dit que Ilay connaissait sûrement son existence, surtout parce que l'autre neveu de Shangin, Jiehui, était le brillant et célèbre, mais cela ne sembla pas si étrange à Tahui. Après tout, il était évident que tout le monde connaissait le lien entre Shangin et Jiehui. Aussi, sans plus de formalité, il se présenta « Je suis Jeong Tahui », dit-il. Puis, d'un trait, il demanda « Et toi, tu es qui ?» La voix de l'autre côté de la ligne répondit sans détour. « Ilay, la voix de l'autre côté de la ligne. »« Sans détour, » répondit Ilay. « Tant mieux, comme il était difficile pour Tahui de se souvenir des choses sans les noter. Notez-le avec un commentaire pour le prochain manhwa. Et sans détour, comme Ilay, Skik sur s'abonner. À bientôt.